Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 279. Déjà, et oui. Alors, très heureux de vous retrouver. 2007 va être une année riche, très riche. Élection présidentielle oblige, en débat démocratique. Nous serons là de semaine en semaine, en direct, et jusqu'au lendemain du 1er 14 juillet, du nouveau ou de la nouvelle présidente. Alors, riposte, et l'année présidentielle, c'est parti. Alors tenez, on s'est quitté, nous, fin décembre. 3 semaines après, nous revoici. Et on se dit qu'il vaudrait mieux parfois ne pas se quitter. Il s'en est passé des choses. Regardez. Quelques enfants inspirés de Don Quichotte, de l'abbé Pierre et de Coluche, surgit de nulle part, en tout cas à ma connaissance, une poignée de tentes de camping le long d'un canal, un cocktail étonnant de militants obstinés, de people au grand cœur, une presse désœuvrée en pleine trêve des confiseurs. Et voici que Chirac fait coup double et enfonce un coin du côté de Sarko et de Ségaud. Fabius et Besancenot en avaient rêvé, Chirac l'a fait. Marie-Noëlle Lienemann et Christine Boutin, chacune dans leur camp respectif et chacune sous leur tente, peut-être respectif, l'avaient proposé, comme Jean-Pierre Raffarin, mais c'est Villepin et Borloo qui le mettent en musique. Ainsi va la vie dans notre pays, les nuits de pleine lune et de vœux présidentiels. Un droit au logement opposable, donc, le DALO, on va dire ça comme ça, grâce à notre président Père Noël, verra donc le jour le 31 décembre 2008 pour les personnes privées de logement, première étape, et en 2012 pour tous les demandeurs de HLM victimes de délais d'attribution anormalement longs, et ils sont nombreux. Qu'on se dise, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en afflige, que l'on chante les vertus de la solidarité nationale ou que l'on dénonce la démagogie triomphante née d'un coup de pub rondement mené, nous y voilà avec notre DALO et nos questions. Alors pour parler de tout cela, voici nos premiers invités de 2007 que je me réjouis de vous présenter. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Vous êtes députée européenne, vous avez été secrétaire d'État au logement, gouvernement de Jospin, et vous présidez actuellement le Conseil fédéral des sociétés coopératives d'HLM. Sur le droit au logement opposable, dont vous voulez même qu'il soit inscrit dans la Constitution, vous dites mieux vaut tard que jamais. Vous vous satisfaites ça, puisque vous avez toujours milité pour cela. Et vous fustigez cet esprit français qui consiste à attendre une situation d'urgence absolue pour agir. Et vous en profitez d'ailleurs pour tacler un peu au passage votre propre parti qui n'en fait pas suffisamment à vos yeux en matière de logement, dites-vous. Donc de Chine, de la cité interdite, Ségolène Royal vous écoute. Christine Boutin, présidente du Forum des Républicains sociaux, députée UMP des Yvelines depuis peu, s'il vous plaît, conseillère politique de Nicolas Sarkozy, vous n'êtes décidément pas celle que l'on croit, comme vous le titrez vous-même dans votre livre paru au First Edition. En l'occurrence, vous êtes une farouche partisane du droit au logement opposable, et vous l'avez toujours été. Vous avez même proposé une loi dans ce sens 1er septembre 2005, et vous êtes aussi pour la réquisition de logements vides. Mais merci beaucoup d'être là. Nicole Maestrassi, vous êtes magistrate, présidente de la FNARS. Alors la FNARS, pour les esprits distraits, c'est la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Ouf. Et pour vous, l'urgence, la vraie, consiste justement à sortir de l'urgence médiatique, celle-là, et d'aller plus loin que le canal Saint-Martin et de réfléchir ensemble, au-delà du problème du logement, à l'intégration des exclus. Vous venez de sortir le livre des États généraux de votre association. L'exclusion n'est pas une fatalité. Ça tombe bien. Donc, Jean-Baptiste Legrand, bonsoir. Vous êtes avec votre frère Augustin. Vous êtes le cofondateur et vous êtes devenu le président pendant qu'il n'est pas là. C'est ça ? Des enfants de Don Quichotte. Parce que, dites-vous, il faut s'attaquer au moulin à vent, avoir le courage de se battre pour que plus personne ne meure dans la rue. Des tentes le long du canal Saint-Martin, de l'émotion, des relais médiatiques, et voilà notre président de la République, qui s'empare du droit au logement opposable. Vous nous direz comment s'est construite votre victoire. Est-ce que c'est d'abord une victoire ? Est-ce que c'est gagné ? Je vois déjà que c'est comme ça. Il y a des avancées. Et voilà, vous nous raconterez cette histoire en forme de film, puisque vous êtes un collègue, vous êtes producteur Guillaume Pelletier, vous êtes le bras droit, forcément droit, et le porte-parole de Philippe de Villiers, candidat du MPF à l'élection présidentielle. Le droit au logement opposable, vous alors, vous n'en voulez pas, mais alors, pas du tout. Pour le logement, mais pas pour le droit opposable. D'accord. Et vous dites, ça créerait une société d'assistés, je vous cite, et ça ferait un formidable appel d'air pour tous les immigrés de la planète. Allons, vous expliquerez.
Mathieu Laine, avocat d'affaires et maître de conférences à Sciences Po, vous considérez que la France est aujourd'hui une grande nurserie, c'est le titre d'ailleurs de votre livre, qui a eu beaucoup de succès chez Lattès, la grande nurserie. Vous êtes contre le droit au logement opposable. Jacques Chirac, selon vous, serait-il plutôt donc un babysitter qu'un homme d'État? Vous nous direz votre Le Père Noël, c'est pas mal aussi. Le Père Noël, vous nous direz tout ce que vous pensez. Stéphane Gatignon, enfin, vous êtes maire communiste de Sevran. Vous êtes un peu sceptique, vous, sur les applications du nouveau projet de loi. En tant qu'élu local, vous craignez de ne pas pouvoir appliquer un droit dont on ne vous donne pas les moyens, d'une certaine façon. Il ne faut pas, dites-vous, apporter des réponses de curé, mais de politique. Donc, au-delà de cette phrase bien sentie qui sent son... vous nous direz qui vous visez, ce que vous proposez, qui sont les curés, qui sont les politiques, etc. Où est la réalité dans tout cela? Merci beaucoup d'être là. Donc, on va commencer par une question courte qui appelle une réponse courte, histoire de lancer le débat, si vous voulez bien. L'initiative de Jacques Chirac relève-t-elle, allez, au choix, d'une volonté d'occuper le terrain présidentiel, d'une vision très généreuse et sincère, la sienne, ou d'une démagogie à tout craint? Qui veut commencer? On est en pleine campagne électorale, donc les moulins à promesses tournent et vont finir une fois de plus par se retourner contre le peuple français parce que va venir le temps de la désillusion quand rien ne sera fait une fois de plus dans notre pays. Moi, je pense que c'est une conviction très profonde de Jacques Chirac depuis fort longtemps. C'est le vrai Jacques Chirac. Oui, absolument, et qu'il n'a pas pu le faire jusqu'à présent, et qui maintenant, aujourd'hui, justement, dans les situations politiques particulières, il a pris la décision de le proposer. Marie-Noëlle Lienemann. Une urgence politique et sociale, il ne pouvait pas laisser la situation se dégrader, et elle devenait évidente après la mobilisation. Et je pense quand même un petit coup de sincérité. Jean-Baptiste Legrand, un petit coup de sincérité, très bien. Vous avez vu l'hommage final. Moi, je pense que c'est les trois, tout réunis. Tout ça à la je pense que c'est pour ça que c'était aujourd'hui qu'il fallait mettre le coup de poing sur la table. Et je suis très content qu'il ait saisi l'opportunité, parce que c'est vraiment indispensable. Donc, maintenant, il fallait le faire, il l'a fait. Il fallait le faire, il l'a fait. Maintenant, le Parlement doit le faire aussi. On saura pourquoi il a été empêché avant. Parce que vous avez dit quelque chose, mais vous n'avez pas poursuivi. Donc on y reviendra. Et vous, Stéphane Gatignon? Et Mme Mechrachi, s'il vous plaît? Oui, le droit au logement opposable s'était demandé quand même depuis un certain temps par beaucoup d'associations. La FNARS fédère 90% des centres d'hébergement, 750 associations. Donc on le demandait depuis un certain temps. Il y a une urgence médiatique, il y a les enfants de Don Quichotte qui ont rendu visible ce qu'on s'efforçait de rendre visible depuis un certain temps, et finalement, on est content que ça aboutisse, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça aboutit, on est content que ça aboutisse, même si, on le verra après, tout n'est pas absolument réglé, et il ne suffit pas d'une loi pour faire une politique publique. Stéphane Gatignon, merci. En 1995, Chirac disait qu'il fallait réquisitionner les logements vides. À Paris, il reste des milliers, il y a des dizaines de milliers de logements vides aujourd'hui. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce que derrière, on va pouvoir loger les gens qui aujourd'hui n'ont pas de logement, que ce soit les SDF, mais aussi les mal logés ou les gens qui sont hébergés? Combien de millions de mal logés en France? Il y a 800 000 mal logés et 3 millions de mal logés. 3 millions de mal logés 800 000 en France, sans logement. Et 1 300 000 demandeurs de HLM. De famille, donc. Parce que oui, ça fait plus que... Oui. Ça fait beaucoup plus. Alors, Christine Boutin, si vous voulez bien, on va rentrer plus avant dans le débat. Maintenant, vous aviez la première, donc, avec Jean-Pierre Raffarin, saluons le passage, dégainé à droite. Vous aviez même déposé une proposition de loi, donc en septembre 2005, allant dans le sens du droit au logement opposable. Problème, ou alors je ne comprends rien, mais vous allez nous aider, la proposition n'a jamais été examinée. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de propositions de loi. Souvent, si vous voulez, c'est la proposition de loi, naturellement, tout député espère qu'elle soit reprise, mais souvent c'est une arme pour montrer qu'il y a un problème. Moi, j'ai déposé le droit au logement opposable, et ça a surpris, parce que je suis une femme de droite, et ça a naturellement surpris même mon propre camp. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai constaté, à l'occasion de l'élection présidentielle en 2002, la France telle qu'elle était. Et justement, toutes ces personnes qui n'étaient pas logées. Or, depuis 20 ans, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, je ne mets pas en doute leur sincérité, leur volonté de répondre à ce problème. Mais le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes et des femmes et des enfants qui sont dans la rue. Et ça, c'est plus possible. Et j'ai pensé, du reste, après avoir consulté les associations, qui le portaient depuis fort longtemps, qui parlaient du droit opposable, je ne savais même pas ce que c'était, mais j'ai pensé qu'effectivement, après avoir travaillé avec elles, que c'était la seule réponse. Il faut s'imposer cela, comme Jules Ferry l'a fait pour l'éducation au XIXe siècle. Mais alors pourquoi, par exemple, Mme Vautrin, qui est donc ministre de l'actuel gouvernement, avait qualifié l'action des enfants de Don Quichotte de poudre aux yeux? Pourquoi, selon vous? Alors maintenant, du coup, cette précipitation et ce soutien de Jacques Chirac, comment il y a eu ce retournement? Peut-être vous allez m'aider à comprendre. La démocratie émotionnelle, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, Jacques Chirac fait son dernier grand coup, quoique peut-être nous fera-t-il, avant qu'il parte, à moins qu'il se représente d'ailleurs, un droit au travail opposable, voire même un droit à l'air pur opposable. Nous sommes véritablement dans l'incarnation de la démocratie d'émotion, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez un problème, il y a véritablement un problème, surtout ces gens dans la rue, et on comprend évidemment la compassion. Pour moi, c'est l'incarnation de l'échec de l'État-providence. Et donc, plutôt que de se précipiter parce que vous avez quelques mobilisations. Aujourd'hui, en France, c'est toujours comme ça. Une association se mobilise, fait un coup médiatique, et bravo, vous l'avez bien fait, et immédiatement, les hommes politiques réagissent dans l'urgence pour essayer de se déculpabiliser. Je termine juste là-dessus, je vous laisse terminer. Que le Haut Comité au logement travaille sur le projet et que le projet... Je termine là-dessus. Bien sûr que j'y suis allé. J'invoque véritablement un droit au sérieux sur cela parce que il faut réfléchir, et on en a besoin dans notre pays. Merci de me laisser terminer. Après, je vous laisserai dans vos belles idées qui vous déculpabilisent. Mais malheureusement, je crains malheureusement que quand on a un État qui a 2000 milliards d'euros de dette, il faut réfléchir parce qu'il y a de vraies solutions. On le voit en Irlande. Le marché est libre. Et le marché libre vous donne un marché qui est un bon marché et qui donne la possibilité à beaucoup plus grand nombre de personnes de trouver un logement. C'est quoi? C'est du chiracisme compassionnel? C'est du chiracisme compassionnel. C'est le Chirac. Mais non. Père Noël. Il est terminé. C'est Chirac Père Noël. Je respecte profondément mon voisin, mais je trouve que c'est indécent quand on regarde les réalités humaines qui sont aujourd'hui dans notre pays. Vraiment, c'est insupportable. Je ne suis pas pour la politique compassionnelle. Je suis une républicaine. Je considère que la République au XXIe siècle doit élargir le champ des droits fondamentaux garantis à la personne. Il y a eu l'éducation, il y a eu la santé avec les sécurités sociales en 1945. C'est pas acceptable. On a créé le RMI. Bon, il y a encore des gens qui ont des problèmes pour manger, mais quand même, on a avancé. Et là, il faut que le droit au logement, c'est-à-dire ce qui est vital pour la dignité humaine, soit garanti à tous par la loi, par la Constitution. Personnellement, j'avais proposé à Lionel Jospin, dans la campagne, d'avoir cette entrée-là en disant la garantie que tout le monde sera bien logé, c'est quand tous les SDF auront un logement ou des conditions de vie dignes. Oui. Donc, je considère que c'est un droit républicain. Et c'est vrai que c'est la crise de l'État-providence, parce que justement, l'État-providence en matière de logement, il n'existe pas l'État-providence. Monsieur qui se plaint à longueur de journée, d'une société d'assistés, mais qui sont les assistés aujourd'hui? Ceux qui bénéficient d'immenses avantages fiscaux supérieurs au prix d'un HLM pour pouvoir placer de l'argent dans de l'immobilier sans qu'on impose à quiconque un niveau de loyer raisonnable. Parce que la crise, elle montre autre chose. Le logement est trop cher, le logement social est trop rare. Alors, non, pour faire alterner un peu, vous voulez pas que M. Pelletier dise quelque chose comme ça, vous lui répondez, vous allez vous exciter un peu? Attendez, un petit détail, juste quelque chose. Moi, sur le campement, et je l'ai emmené à l'Assemblée cette semaine, il y a Marco, qui est un SDF. Il gagne 2200 € minimum par mois. 2200 €. Et il dort sous le périphérique. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est ça l'État-providence? Non, mais vous savez pourquoi? Mais non, je ne sais pas pourquoi, justement. Et je pense que le droit au logement opposable, c'est vraiment la réponse pour les classes moyennes. Rapidement sur cette question, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'État est intervenu beaucoup trop, à force de vouloir, sans doute avec des bonnes intentions, protéger les locataires des propriétaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est propriétaire, on a véritablement un risque. On a véritablement un risque. Le locataire qui ne paye pas... Il y a la garantie du risque locatif. Laissez-moi terminer. Beaucoup de gens dans ce pays comprennent ce que je vais dire. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de trouver un logement, y compris quand on commence à gagner bien sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on n'arrive pas à accéder à la propriété, il faut louer. Et quand on veut louer, il faut trouver des propriétaires qui veulent bien louer. Or aujourd'hui, l'État... Écoutez-moi, l'État est tellement intervenu pour soi-disant protéger le locataire qu'il a créé une monstre de contrôle administratif et donc qui empêche le propriétaire de dire au locataire de partir si jamais il ne paye pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vais très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les propriétaires préfèrent demander des garanties considérables et des gens qui ont des revenus importants. Donc ça fait le dans un marché libre, ce serait très différent. Est-ce que vous savez que en Irlande, madame, je termine là-dessus et après vous parlez. En Irlande, une femme qui est divorcée, qui a 3 enfants et qui a un salaire petit trouve un logement. En France, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le marché est libre. Madame Straché, monsieur Bettini, attendez. En Irlande, c'est bien connu. Il y a des propositions concrètes. D'abord, Philippe de Villiers, contrairement à ce que vous pouvez penser, est certainement l'homme politique qui a le plus fait pour le logement de ces 20 dernières années. Et la Vendée vient d'être d'ailleurs classée la semaine dernière comme le premier département pour l'accession à la propriété. Non mais là, on est là. Oui, mais attendez.
C'est indispensable, la question de la propriété. Oui, absolument. Il y a 50% des Français qui sont propriétaires et 80% des Vendéens qui le sont. C'est quand même pas mal. Deuxièmement, il y a quelque chose d'indispensable que vient de suggérer mon voisin. C'est la question de l'accession sociale à la propriété. Qu'est-ce qu'on propose, nous, par exemple? Ce serait de créer une assurance mutuelle obligatoire pour garantir les loyers impayés. En France, Serge Moiti, en France, non, c'est pas vrai, ça n'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire. C'est la proposition en France, il y a 2 millions de logements vacants. Elle a proposé le CLU comme le CLU. 2 millions. C'est exactement ça. Marie-Noëlle Lienemann, comme la gauche socialiste antisociale, a été mise au logement. Si elle avait bien fait son boulot, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Donc la gauche et la droite, ça fait 30 ans qu'ils ont le pouvoir, ils n'ont rien fait. Donc, tournons la page et proposons autre chose. Donc une assurance mutuelle obligatoire, il y a 30 millions de logements en France, 2 millions qui sont vacants. Si on protégeait davantage les propriétaires, il y aurait davantage de logements qui seraient offerts. Madame Estrachino, je vais faire, excusez-moi. Deux choses. Moi, je refuse complètement l'idée de compassion. On n'est pas dans la compassion. On a dans ce pays 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 774 € par mois. 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ces personnes ne peuvent pas accéder au logement parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements et parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements très sociaux. Sur les 80 000 logements qui ont été construits l'année dernière, seulement 7 000 sont des logements très sociaux, c'est-à-dire auxquels peuvent accéder des personnes qui ont des ressources très faibles. Alors il y a des aides au logement, etc. Mais enfin, vous voyez, 774 €, il faut pour accéder au logement, il faut pouvoir avoir un loyer qui, APL comprise, ne soit pas supérieur à 200 € par exemple, si on tient compte des APL. Bon, on n'a pas suffisamment de loyers très sociaux. Donc c'est pas seulement un problème de quantité de logements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le droit au logement, il existait déjà dans un certain nombre de textes. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1946, la loi sur le logement en 1990. Oui, ça s'appelait le droit au logement. Simplement, il n'était pas opposable parce qu'il y a beaucoup de textes qui prévoient des principes. Et surtout, on ne peut pas l'utiliser, si vous voulez. C'est un droit qui n'est pas effectif. C'est un droit qui reste incantatoire. Donc, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il fallait qu'on trouve les moyens de faire en sorte que les personnes qui n'accèdent pas au logement aient un recours. Alors, c'est ce qu'essaie de faire ce projet de loi. Un des pays de référence pour la mise en œuvre du droit au logement, c'est l'Écosse. Et on voit bien que l'Écosse, elle a mis 2 ans à le mettre en place, avec un travail avec l'ensemble des collectivités territoriales. Parce que c'est un des problèmes aujourd'hui. On voit bien la loi SRU, l'article 55 de la loi SRU, qui prévoit que les communes importantes doivent avoir 20% de logements sociaux. Eh bien, cette loi, on a bien du mal à l'appliquer. Les communes en difficulté ont du mal, et les communes riches n'en font pas. Donc, ce sera vraiment la question de l'application de cette loi, ce sera la stratégie à l'égard des communes et comment sur les territoires on pourra faire en sorte que justement les tribunaux ne soient pas encombrés de plaignants. Ce n'est pas l'objet de la loi. Ça doit être le recours ultime. Attendez, monsieur Guettignon, alors le maire d'une commune, vous appliquez le CRU. Alors qu'est-ce que vous ferez? Vous accepterez comme ça? Le problème quand même qui se pose aujourd'hui, c'est que on est dans une situation où un certain nombre d'élus n'arrêtent pas de contourner la loi. Je prends la loi SRU, on vient d'en parler. On a l'article. Loi SRU, c'est 20% de logements sociaux. On a l'article 55 de la loi SRU qui oblige à construire les 20% de logements sociaux. Quand la loi a été votée, on a fait passer la forme de financement de logement qui est le PLS, qui s'adresse à un logement locatif social, mais qui s'adresse pour les catégories moyennes, cadres, etc. Aujourd'hui, on est passé d'une construction de 20% de PLS à 40 ou 50% quasiment en termes de logements sociaux. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de villes, pour arriver aux 20% de logements sociaux, ils n'ont pas construit les logements sociaux pour des gens en grande difficulté, mais ils ont construit des logements sociaux pour les cadres moyens, cadres. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, tout un tas de villes récupèrent, si vous voulez, les 20% de logements sociaux en construisant du logement qui finalement n'est pas du logement social. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de construire des choses et donc on est en train de continuer d'aggraver la ségrégation territoriale
on est en train de construire, et la loi permet ça, et une loi qui était bonne, la loi SRU est une très bonne loi, mais on a réussi, il y a une petite perversion à un moment, on arrive à la contourner et à faire que la ségrégation sociale est en train de s'amplifier. Alors les gens vont se retrouver et quand on voit aujourd'hui passer la volonté de construire, le prochain SDRIF, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, où on prévoit encore la région propose de construire 250 000 logements en Seine-Saint-Denis, beaucoup moins dans la vallée de Chevreuse ou à Saint-Germain. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens en difficulté, ils n'auraient pas le droit de vivre dans la vallée de Chevreuse ou à Saint-Germain. Voilà. Donc construisons des logements sociaux. Voilà. Faisons appliquer cette loi. Retirons le PLS. Attendez, retirez le PLS. De logements sociaux. C'est combien de logements vides? On vient de dire 800 000. Et on vient de donner le nombre de logements vides aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et passer de la compassion et d'un truc super. Monsieur Legrand, oui. Je pense par rapport au droit au logement opposable, c'est que tout d'un coup, ça met une obligation de résultat sur l'État. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est très... Si l'État est derrière. Et du coup, on donne au pouvoir, on donne à l'État le pouvoir d'imposer aux maires. Mais bien sûr que c'est l'État, mais ça c'est évident. Imposer aux maires, vous dites. Oui, de construire des logements sociaux. C'est ça, imposer aux maires, mais aussi imposer le droit au logement opposable. Ils vont voir les maires. Non, c'est l'État qui va être attaqué. L'État qui va être attaqué. L'État pourra après donner la responsabilité aux maires en disant attendez, moi je me fais attaquer parce que dans votre ville, il n'y a pas assez de logements sociaux. D'accord. Ça c'est la responsabilité. Dans n'importe quelle ville, vous voulez dire n'importe où. Oui, n'importe où. Où il y a besoin, où sont les besoins. Mais attention, où sont les besoins? Sauf qu'aujourd'hui, les besoins, ils sont principalement dans nos villes. Si je reprends les dans les villes, la Seine-Saint-Denis, etc., les villes en grande difficulté. Moi, aujourd'hui, écoutez... Moi, si je demande un logement social à Neuilly dans 5 ans, je demande un logement très social à Neuilly, et qu'on me le refuse, j'attaque l'État, et l'État va pouvoir dire à M. Sarkozy, s'il est encore maire de Neuilly... Non, mais c'est de la supputation. Construisez des logements très sociaux, mais qu'aujourd'hui, il y a à se battre pour que ça puisse être... C'est ça qu'on demande. Mais vous croyez que ça va marcher, ça? Mais bien sûr. Non, mais attendez, vous veniez à Seine, quoi. Alors, vous allez me construire un petit logement social parce que mais évidemment, il faut que l'État reprenne un peu de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça peut s'appliquer. Ça, le maire, il se regarde à vous, il dit d'accord. J'espère bien. Mais non, justement, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Dans les tribunaux, c'est injouable. Quand on connaît les problèmes de la justice dans notre pays. C'est pas comme ça que ça va marcher. Vous énervez pas. Je m'excuse, c'est pas comme ça que ça va marcher. Bien sûr que si, ça va marcher comme ça. Il n'y a pas de plainte aujourd'hui pour envoyer ses enfants à l'école. On ne va pas devant le tribunal en disant l'État n'a pas voulu me donner une place à mon enfant. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de plainte. Vous êtes bien d'accord? Il y a un siècle, bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Et sur la santé, le nombre de sans-papiers qui portent plainte parce qu'ils ne touchent pas l'aide médicale d'État. Bien sûr que si. Alors attendez, si Jules Ferry n'avait pas mis l'école obligatoire, aujourd'hui on n'aurait toujours pas d'école obligatoire. Le droit opposable doit être global et national. Le droit opposable doit être global et national. Et il y a aussi une obligation de moyens, naturellement. Il y a une obligation de résultats et une obligation de moyens. On ne va pas en 48 heures avoir la réponse. C'est quelque chose qui doit être planifié. Et à mon avis, ça doit être le chantier présidentiel, quel que soit le président, la prochaine fois. Et l'intérêt de la démarche d'aujourd'hui, c'est que l'on prend date et qu'il y aura ce droit opposable. De toute façon, ça va durer le temps du mandat d'un prochain président, puisque c'est 2012 la réponse. Absolument. Ça sera à la fin et ça va se mettre progressivement. Et en attendant que ce soit opposable à l'ensemble, il faudra naturellement avoir un plan de crise, car aujourd'hui, il y a véritablement des situations qui sont inacceptables. Là, ce que nous montre la situation d'aujourd'hui, c'est que la réponse que nous avons cru devoir donner, qui était une bonne réponse, qui était la réponse de l'urgence, ce n'est plus possible. Non, mais ça, vous êtes d'accord tous à peu près là-dessus. Vous êtes d'accord, hein, bien sûr, là-dessus. On ne peut pas continuer là-dessus. Madame Lindemann, vous avez demandé la parole. Moi, ce que je crois comme la grande vertu de rendre le droit au logement opposable, c'est que ça va obliger radicalement de changer de politique de logement. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne pourra pas colmater des brèches. Premièrement, il faut réguler les prix, les loyers et l'immobilier. On a une spéculation qui a fait que ça a explosé depuis 5-6 ans et tout devient plus difficile. Construire du logement social, se loger et par ailleurs, je rappelle que ça augmente la ségrégation sociale par tamisage du prix. Bon. Donc, il va falloir enfin s'attaquer à l'idée d'un marché immobilier sur lequel il ne faut rien faire. Et d'ailleurs, je trouve que les candidats, moi j'attends maintenant qu'ils nous donnent des précisions. Par exemple, lors du débat sur le pouvoir d'achat, les syndicats ont revendiqué, par exemple, un moratoire sur les loyers. Donc, il y a à prendre des décisions urgentes. Deuxièmement, nous avons besoin de complètement inverser la donne. On construit aujourd'hui 420 000 logements, grosso modo. Les 2 tiers correspondent au tiers supérieur.
C'est-à-dire les 2 tiers de ce qu'on construit correspondent au tiers supérieur de la population. Il faut faire l'inverse. Les plus riches. Voilà, les plus riches. Donc, on construit des logements, mais pas pour les gens qui en ont le plus besoin. Mais pourquoi ça? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Pour plusieurs raisons. C'est que le marché lui-même, quand vous avez de la spéculation et que ça coûte plus cher, et que vous pouvez trouver quelqu'un qui vous paye, qui vous loue très cher, vous le prenez. Deuxièmement, parce que la puissance publique, le budget du logement a baissé depuis que je suis ministre. Paradoxe. Et on nous annonce des chiffres supplémentaires. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait comme logement social, c'est du logement social qui coûte pas cher à l'État, qu'on appelle l'UPLS. Et la réalité, c'est qu'on fait pas assez de vrais logements sociaux. Et troisièmement, pour ce qui est, on le fait pas toujours là où il faut. Beaucoup mieux maintenant, mais pas toujours où il faut. La loi SRU, elle est appliquée, mais elle était insuffisamment rigoureuse quant aux pénalités et à l'obligation de faire. Deuxièmement, ce que je crois très important, c'est que là où nous sommes en train de faire la loi, puisqu'elle va être débattue, nous, tant que citoyens, on peut dire ce qu'on souhaite. Il faut qu'il y ait des mesures claires qui soient prises tout de suite. La prévention des expulsions, la prévention des impayés avec la garantie mutualisée, généralisée. Troisièmement, il faut aussi qu'on prenne des mesures tout de suite pour imposer aux communes, et c'est là où on en revient au débat, c'est que s'il y a obligation de résultat, il faut qu'il y ait partage d'un certain nombre d'obligations de moyens. Il faut que, et là de ce point de vue, Ségolène Royal a fait une proposition qui est de dire un logement d'insertion par 1000 habitants, au moins un minimum tout de suite. Bon, donc, et je fais moi la proposition, toute opération d'immobilier qui se fait aujourd'hui doit avoir au moins 20% de logements sociaux. Ça va être repris, cette proposition-là que vous faites ici, là? En tout cas, le maire de Paris le fait. J'espère que Ségolène Royal reprendra cette idée. Le maire de Rennes le fait aussi. Mais vous avez trouvé le PS, comme ça? Moi, je crois qu'on est dans une crise fondamentale dans ce pays où on doute de notre capacité à faire vivre notre modèle républicain. On manque d'ambition sur les grands défis que la France doit relever. Madame Boutin dit la même chose de l'UMP. Elle le fait. Moi, je ne le fais pas dans la politique de droite. J'ai des propositions de gauche et j'ai la faiblesse de croire qu'en général, sur le social, la gauche est plus convaincante. Mais en tout cas, c'est ma conviction. Madame Boutin, c'est pas vrai. D'accord. Mais monsieur Petit, vous savez, la loi SRU quand même. Attendez, Madame Lienemann a dit quelque chose d'essentiel. Il y a une loi qui existe. L'application de la loi SRU. Aujourd'hui, il faut arrêter de financer le PLS. Que ce soit considéré comme du logement social, ce que je disais tout à l'heure. Et d'autre part, il faut réellement que ceux qui ne respectent pas l'article 55 soient, ils sont inéligibles. Inéligibles carrément. Ça pose une question. Alors là, ils vont dire, mais attends, ils vont dire c'est les Colcos, c'est la Corée du Nord. Ils vont dire, monsieur Pelletier, insurgez-vous. On peut s'exprimer. On peut s'exprimer, on a le droit. Lui, il dit que cette proposition est marxiste. Il y a quelque chose d'incroyable dont parlent tous les Français, dont parlent même les maires, puisqu'on est en pleine collecte de parrainage, donc on les entend et on évoque cette question avec eux, et dont personne ne parle ici, c'est la question qui est liée de l'immigration. Et je m'explique. Les grands mots sont lâchés. Quelques chiffres. L'État alloue chaque année 300 millions d'euros pour loger des sans-papiers dans les hôtels. Première chose. Deuxième chose, il y a 317 000 étrangers qui sont rentrés sur le territoire national en 2005, selon les chiffres même de Nicolas Sarkozy. Comment voulez-vous que demain, on puisse loger tout le monde? Il y a aussi le principe de réalité à prendre en compte. La grande priorité pour l'immigration, et j'en avais parlé avec M. Legrand, ce serait par exemple de consacrer des moyens pour une grande politique de coopération avec l'Afrique, pour enraciner les Africains en Afrique, et non pas les faire venir et les enfermer dans des ghettos chez nous. Voilà quelque chose qu'il faut dire et que nous disons avec Philippe de Villiers de manière très forte. C'est les gens en situation régulière. Régulière, moi j'ai lu. Les sans-papiers, c'est irrégulier. On ne peut pas laisser Non, mais les logements, ça serait les gens qui sont réguliers. Attendez, on ne peut pas laisser dire que les... Madame, on ne peut pas laisser dire que les... Réponse de la magistrate. Attendez, on peut donner des exemples très concrets, même dans les Yvelines. Je peux dire, des Français avec un CDI, monsieur Moatti, une jeune femme française, CDI, ambulancière, qui est dans ma circonscription, qui n'est quand même pas la plus défavorisée, dans une voiture avec sa petite fille. Est-ce que ça, c'est une immigrée? Enfin, est-ce que moi, ça me fait sortir de mes gonds. On divorce en France. C'est pas possible, c'est pas possible. Et cette brave fille, elle s'appelle Durand. Oh, n'importe quoi, mais bien sûr. Il faut déjà préciser quelque chose. Exactement. Je voudrais juste préciser. Non, pas du tout. Parce que M. Pelletier a donné une information qui est fausse. Sur les personnes qui sont logées en hôtel, c'est d'abord, ça n'est pas essentiellement des étrangers. C'est le chiffre de M. Fenech, mais 300 millions d'euros, c'est vrai, sur les logements en hôtel. Mais en revanche, ça concerne essentiellement des demandeurs d'asile qui sont
que je sache, en situation régulière, et un certain nombre de gens qui ne sont pas étrangers et qui sont dans la situation... C'est faux. Écoutez, ces chambres d'hôtel, elles sont gérées par les associations qui sont adhérentes à ma fédération. Donc c'est une des questions que je connais. Donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Il y a des problèmes de sans-papiers. Il y a des problèmes du logement. Il y a des problèmes des sans-papiers. C'est vraiment dire. On vous dit c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est vraiment un autre sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le voit. Regardez, un maire. J'ai rencontré un maire hier après-midi. Il me dit les 20% de logements sociaux. Très bien. Sauf que le préfet, qui décide de l'attribution, va me dire tu loges des immigrés. Et ben moi, mes habitants n'en veulent pas. Mais bien sûr, mais vous le savez très bien. Mais vous le savez très bien, ce sont les préfets qui décident. Monsieur Legrand. Bien sûr. Il n'attribue qu'un tiers. Monsieur Legrand. Ah, il attribue un tiers, c'est bien ça. Allez, monsieur Legrand. Le droit au logement opposable, c'est le droit à se voir proposer un logement avec un loyer modéré. D'accord ? C'est ça le droit au logement. C'est pas, on ne va pas loger gratis tout le monde. Première chose. Deuxième chose, il est pour les personnes qui sont en situation régulière sur le territoire. Donc les immigrés n'ont pas à rentrer dans ce débat. Si vous me permettez, pas tout à fait. Par exemple, le droit à la santé opposable oui, non, mais là, entraîner le fait qu'il y a un certain nombre de sans-papiers regardez, on va pas laisser mourir les gens. Rappelez-vous, il y a deux choses. Mais où est-ce que vous êtes ? Est-ce qu'on est en France ici ? Est-ce qu'on est en France ? Quoi qu'il arrive, enfin, franchement, je suis scandalisée. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de laisser les gens, même s'ils sont français, étrangers, s'ils sont sur le territoire. C'est une personne, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant. Tous les migrants de la planète, elles disent ce n'est pas du tout le propos. Dites-le. On n'a pas les moyens. Monsieur Legrand, je voulais voir si monsieur Legrand, vous avez terminé. Ça mérite au moins d'être dit. Oui, juste parce qu'aujourd'hui, il faut bien que les Français comprennent ce qu'est le droit au logement opposable. Vous avez bien fait. Je pense qu'il y a de la désinformation, c'est un mot compliqué, personne ne le comprend vraiment. C'est pas dans 5 ans on va pouvoir aller attaquer devant les tribunaux, c'est pas ça. Le but c'est que l'État mette à niveau pour qu'il y ait du logement pour tous. On puisse accéder à un loyer. Voilà, un loyer qu'on va payer. Donc, ça choque personne quand un Anglais arrive en France et tout d'un coup on va nous parler de l'Africain qui va... Je veux dire, faut arrêter de faire des barrières, d'enfermer les gens dans des... Moi j'ai envie que tout le monde soit heureux, les Africains comme les Français. Sauf que les faire venir tous ici et les enfermer dans des ghettos, c'est pas le propos. C'est pas la générosité. Mais attendez, j'ai pas compris. Il y a une chose que j'ai pas compris, simplement c'est un point. Monsieur de Villepin, le Premier ministre, a dit aujourd'hui sur Canal+, a déclaré vouloir apporter une solution à ceux qui sont sous les tentes. Donc, a fait régler, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin ? Une solution pour chacun des sans-papiers. Des sans-papiers, mon Dieu. C'est vous qui m'avez... C'est vous qui m'avez... Vous voyez, comme c'est pervers. Mais c'est le débat Alors, est-ce que ça veut dire que c'est réglé ? Alors, ils vont tous rentrer chez eux. Il n'y a plus de tentes le long du canal Saint-Martin, ou à Bordeaux, ou à Strasbourg, etc. C'est quoi ? Je pose une question. Ouais, je laisse terminer, excusez-moi. Non, c'est pas... Enfin, il y a des avancées concrètes aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est fini ? Mais c'est fini, comment ça ? Mais je ne sais pas, est-ce que c'est la fin de votre combat ? Est-ce que c'est la fin de votre mobilisation ? Est-ce que vous pensez que vous avez été suffisamment entendu et que ça va se diluer, que c'est comme à la fin d'une manifestation, dispersez-vous ? Non, il va falloir des mesures concrètes, avec des chiffres, avec un calendrier. C'est pas fini. Avec un calendrier, avec un budget, et que tout ça soit annoncé officiellement, et que ce soit suivi, et que les gens qui gèrent vraiment. Tout ça, c'est des choses, ça ne va pas s'inscrire, c'est pas du jour au lendemain qu'on va sortir de la crise. Maintenant, si les choses avancent vraiment dans le bon sens comme nous on le demande, on n'est pas borné, on est déterminé pour avoir ce qu'on veut, mais on n'est pas borné. Et on va. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement, vous ? Concrètement, c'est que tous les gens qui aujourd'hui dorment dehors aient des solutions, soit de logement, soit d'hébergement. C'est ce que dit le Premier ministre. En plus des tentes. En plus des tentes. Mais nous, on n'est pas focalisé sur les 200 personnes qui sont avec nous sur le canal Saint-Martin. C'est un problème national. Bien sûr. Je veux dire, voilà, maintenant, si... Le combat est quand il y aura des gens mal logés. On est aussi... Non, mais c'était pour préciser, pour pas qu'il y ait de malentendus. Parce qu'on peut dire, vous avez gagné, ça a gagné, la cause a gagné. On n'est pas non plus complètement idiot. On sait que certaines mesures vont prendre un peu de temps à se mettre en place et que il ne va pas pouvoir faire du jour au lendemain, ok, tac, tout le monde dans un logement. Bon, voilà, donc on est en train de discuter à la fois, effectivement, avec l'Assemblée, il y a des choses qui avancent très fortement, et je pense que là-dessus... Tout parti confondu. Tout parti confondu, et c'est vraiment le consensus qu'on essaye de chercher pour faire changer... Et vous êtes apolitique vous-même. Nous avons une réunion du groupe d'études. Oui, moi je suis au-delà des partis, en tout cas, sur ce problème-là. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans les débats droite-gauche. Nous avons une réunion du groupe d'études sur les sans-abri, excusez-moi, où il y avait tous les parlementaires, députés et sénateurs de toutes tendances politiques, et nous avons constaté un accord, une unanimité de tous les présents. Mais je dois dire aujourd'hui, dimanche, je ne suis pas certaine que ça va être si simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement un certain nombre de parlementaires qui s'interrogent
convergent de façon importante sur ce droit opposable au logement. À gauche Moi, j'ai aussi entendu, à gauche sans doute, et à droite aussi. À gauche aussi, et à droite aussi. À gauche, vous êtes sûr de ça? Il y a un travail à faire, je le pense sincèrement. Parce qu'il y a l'expression de l'inquiétude des maires est réelle. Mais attendez, la question fondamentale de si on fait ça sans vraie politique du logement derrière, et si on ne construit pas de logement, si on n'équilibre pas au niveau spatial, notamment en Ile-de-France, les logements sociaux, je ne sais pas où on va. C'est-à-dire que demain aussi, les crises... Si on ne le fait pas non plus, on aura... Mais ça veut dire une politique. Mais le problème, c'est pas ça. Aujourd'hui, moi, en tant que maire, ce que j'attends, c'est qu'il y ait aussi un moment une prise des politiques avec une politique forte pour ça. Mais monsieur au niveau du logement. Gatineau, et notamment, on parlait de la loi SRU tout à l'heure. Il y a trois petites choses simples à faire pour que la loi SRU soit réellement appliquée et pas comme elle l'est aujourd'hui. Mais monsieur Gatineau, est-ce que vous déjà... pensez que ça risque d'être toujours les mêmes, en gros? C'est-à-dire les communes déjà défavorisées. Je vais vous dire un truc. La question aujourd'hui, c'est pour ça que je dis des fois, on ne peut pas faire de la question du logement, c'est pas de la compassion, c'est de la politique. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire on va régler les problèmes, et puis y compris petit bout par petit bout et tout ça. Non, c'est un problème global. Donc c'est celui qui sera aussi président de la République, d'impulser une vraie politique du logement qui équilibre les choses. S'il faut aller vivre en Vendée, on ira vivre en Vendée. Oui, mais ça, c'est tous en Vendée. Mais alors, dites-moi, pourquoi, monsieur Gatineau, le PC a été si prudent? On n'a pas entendu beaucoup le PC là-dessus. Le PC demande quand même depuis longtemps de la construction de logements et s'est battu sur tout un tas de choses. Moi, je pense effectivement... Dit compassionnel pour une fois. Je pense que notamment les élus, les militants qui sont sur le terrain, et les élus comme moi, communistes, déjà, la question, c'est de dire le droit au logement est un droit. Mais c'est un droit. Et ensuite, c'est faire des propositions pour faire appliquer... La construction de logement et le droit au logement, oui. Non, le droit au logement opposable. Est-ce que c'est un programme du PC? Le programme a dû être fait il y a quand même maintenant quelques mois. Et alors, ça se posait pas? Ça se posait, mais si. Ce que je veux dire par rapport à tout ça, si on n'a pas une vraie politique du logement, on reviendra dans 5 ans avec le même débat. S'il n'y a pas une vraie politique de construction de logement et d'équilibre en France. Voilà. Donc la question aujourd'hui du politique, c'est de répondre et de résoudre ces questions-là. Mais il serait bien que le PC s'en mêle un peu. Mais oui, attendez, on s'en... Madame Mestrachi, attendez, ce qu'il dit, c'est, je crois qu'on est d'accord, c'est qu'une loi, ce que dit mon voisin, c'est qu'une loi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une loi, c'est une partie d'une politique publique et que ce qui doit être fait d'ici 2008, puisque justement le projet de loi a prévu des échéances, c'est que d'ici 2008 et ensuite d'ici 2012, il doit y avoir toute une stratégie d'égalité territoriale, d'égalité de construction de logements sur le territoire et de rééquilibrage entre logements très sociaux et logements intermédiaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, sur la question des personnes qui sont sous les tentes ou des personnes SDF ou des personnes très en difficulté. Je crois que c'est une question tout de même un tout petit peu différente que celle du logement, parce qu'on a des personnes qui ont certes des problèmes d'hébergement et de logement, mais qui ont une multitude d'autres problèmes. Donc, il ne faut pas oublier dans ce débat qu'il ne suffit pas de donner un lieu où vivre, même si c'est essentiel. Il faut accompagner. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de ressources, ils ont des problèmes d'accès aux droits divers, ils ont des problèmes familiaux, ils vont attendre comme ça 2008, 2012 alors. Toutes ces questions, il faut les résoudre. Justement, c'est pas la loi sur le logement opposable qui va régler toutes ces questions. Et ce qu'avaient prévu les Écossais, c'est que justement, il y avait une stratégie. Il y avait une stratégie qui permettait de donner aux personnes qui ne pouvaient pas encore accéder au logement, un logement intermédiaire, un hébergement, etc. Donc, sur le fait que personne ne doit être à la rue, je crois que ça, c'est fondamental. Mais ensuite, il ne suffit pas de donner des hébergements d'urgence. Il faut que ces personnes, elles soient accompagnées. C'est le rôle des travailleurs sociaux. Et en France, on ne le reconnaît pas suffisamment. En France, on a un consensus sur l'humanitaire. Tout le monde trouve très bien que personne ne dorme dehors, qu'on donne à manger aux gens, etc. Mais en revanche, quand on dit il faut de l'insertion, il faut de l'accompagnement, parce que c'est efficace. Mais c'est très important ça, c'est parce que c'est efficace et parce que ça protège non seulement les gens eux-mêmes, mais ça protège l'ensemble de la société. On ne le comprend pas toujours et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui est le plus important. Monsieur Lehne, qu'est-ce que vous avez à rétorquer? Oui, eh bien écoutez, je crois qu'il y a une espèce de consensus ici sur la volonté de créer des logements sociaux. Je ne le partage pas. Pourquoi? Parce que on fait comme si l'argent public tombait du ciel. Je rappelle que l'argent public, c'est l'argent des contribuables.
contribuables. Il y a une autre politique du logement à penser, qui n'est pas nécessairement la collectivisation d'un plus grand nombre de lieux, c'est-à-dire rendre des lieux publics et ensuite pouvoir les attribuer aux uns et aux autres. Il y a une autre façon de penser, c'est de dire, puisque les contribuables, finalement, payent quand même un certain nombre d'impôts, si on réduisait cette partie de l'impôt, que chacun d'entre nous, qui les payons, puissions déjà nous loger un peu mieux grâce à cet argent, et puis ensuite, avec cet argent, investir. Investir dans quoi? Dans la construction. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de construction. Nous avons besoin... Là où il y a véritablement... Écoutez, laissez-moi parler, je vous ai parlé assez longtemps. Écoutez-moi, vraiment juste une seconde, parce que... Les Américains font pas. Qui s'exprime? Bien sûr que si. Écoutez-moi un instant. L'idée qui est derrière tout ça, c'est qu'effectivement, il y a besoin de logement. Et pourquoi partir du principe même qu'il faudrait du logement public? Financement. Écoutez-moi, non mais financer, social, c'est la même chose. Financer, laissez-moi terminer. Financé par l'intervention de l'État, alors même que l'État a 2000 milliards d'euros de dette, l'État ne peut pas. Vous ne cessez de proposer des choses, des promesses que vous ne pourrez pas tenir puisque vous n'avez pas l'argent de le faire. Mais je vais vous donner comment on va faire. On supprime l'avantage fiscal d'Eurobien, 10 500 euros, qui est le prix qu'on donne aujourd'hui pour une subvention HLM. Vous allez faire fuir tous les gens qui travaillent dans ce pays, tous les gens qui veulent Vous êtes en train... Mais les gens qui sont HLM, monsieur, travaillent. C'est trop facile. Les infirmières, les gens comme ça, ils travaillent. Attendez, ils sont dans les logements sociaux. Attendez, 3 secondes. Est-ce que vous pensez quoi? Le syndrome de Johnny Hallyday va s'abattre sur nous collectivement? C'est ça? Tout le monde va partir? Des gens découragés? Je crois qu'effectivement, les classes moyennes. C'est un réflexe purement français que de toujours revenir vers l'État quand on a un problème. Dans beaucoup d'autres endroits, et par exemple les États-Unis, mais il y en a plein d'autres, quand on a un problème, effectivement, on se rassemble, on crée des associations, on se retrousse les manches, et avec bien sûr, les associations lèvent de l'argent, et d'ailleurs, il faudrait défiscaliser cela, lèvent de l'argent et construisent des maisons de famille, on va revenir, vous avez lâché un mot, les classes moyennes. Attendez. Vous dites que si la droite, c'est Madame Lienemann qui a dit ça, d'ailleurs je vous cite, vous permettez que je vous cite, vous dites que si la droite réagit maintenant, tac, c'est parce que le problème touche les classes moyennes de plus en plus sous pression. Et rappelons qu'il y a eu 7 millions, je vous rappelle plutôt, qu'il y a eu 7 millions de travailleurs pauvres, revenu inférieur, vous l'avez cité madame, à 784 euros, pardon, 770 euros, et 3,2 millions de mal logés en France selon la Fondation Abbé Pierre. Donc, vous pensez que c'est une question d'opportunité pour la droite de réagir? Non, mais moi je pense... C'est ça que vous avez dit ou quoi? Attendez, parce qu'il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, c'est tellement difficile. J'essaie de comprendre pourquoi. Ne nous dites pas ça, ne je nous opposez suis bouleversé, pas. vous avez... Je vous demande, vraiment. Madame Boutard, quand vous me parlez comme ça, je ne sais plus quoi faire. Je cite simplement Madame Lienemann. Ce que je dis, ne me regardez pas comme ça, je me sens très coupable. C'est que dans ce pays, il faut qu'on arrive à un seuil où tout le monde a le sentiment de pouvoir être menacé ou basculé ou être en difficulté pour que les plus pauvres ne soient pas traités que dans le compassionnel. Et donc, d'une certaine façon, c'est dramatique qu'on attende ça, mais c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, plus du quart des revenus des Français, en moyenne, est consacré au logement. Il y a quelques années, c'était 19. Et là, c'est vrai. Et c'est vrai aussi pour les accédants à la propriété. Car l'accession sociale, moi je ne dis pas que tout doit être locatif social. L'accession sociale à la propriété, il y avait chaque année 330 000 dans les années 2000 qui accédaient. Il y en a plus que 256. 80 000 personnes qui sont dans les HLM, dans du logement social privé, qui accédaient à la propriété, ne le font plus. Donc c'est comme l'urgence. Il faut des logements intermédiaires, mais il faut qu'à la sortie des centres, il y ait du logement social. Ces classes moyennes, elles obsèdent absolument toute notre société. C'est l'obsession des partis politiques. Les classes moyennes sont précarisées aujourd'hui. Précarisées. Demain, même un cadre, il peut se retrouver. Bien sûr, c'est l'exemple que vous citiez. aussi. C'est ça la question. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Est-ce qu'ils vont pas avoir peur? Regardez, un des problèmes qu'on a dans nos villes, c'est aussi la copropriété. Les problèmes qu'on a. Les classes moyennes. On parle de l'exemple de Mme Boutard tout à l'heure. Elle était ambulancière, par exemple. Martin Hirsch, le président d'Emmaüs France, a eu un mot très juste en parlant du problème qu'on voyait aujourd'hui. C'est attention, ne répondons pas par l'urgence, parlons emploi, pouvoir d'achat, croissance. Et il avait raison. Qu'est-ce qui a appauvri les classes moyennes et les classes populaires dans notre pays? Ce sont par exemple les 35 heures obligatoires du Parti socialiste qui ont grévé considérablement le pouvoir d'achat. Et quand on gagne moins, on a plus de difficultés pour trouver un logement. Et nous, avec Philippe de Villiers, on propose par exemple un plan national pour le logement. Quand est-ce qu'on va enfin... Voilà, la réalité. Du calme. Quand est-ce qu'on va enfin proposer
de réhabiliter les bâtiments publics comme les casernes désaffectées? Quand est-ce qu'on va enfin proposer la priorité citoyenne d'accès au logement pour les Français dans les foyers Sonacotra, par exemple? La fameuse préférence nationale. Priorité citoyenne. Il y a des différences entre les citoyens et les étrangers dans tous les pays du monde. Troisièmement, on n'en a pas parlé, le problème du logement social. Il y a un taux de rotation actuel, chaque année, de 10%. Si on augmentait de 1 point, on libérait 40 000 logements chaque année. 40 000 logements. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, dans nos villes, on a 2% de rotation. Et enfin, autre mesure concrète, aujourd'hui, il y a des prêts à taux zéro dérisoires sur 8 ans, plafonnés à 25 000 euros. Nous, on propose de les passer à 20 ans pour 50 000 euros. Parce que l'accession à la propriété, c'est le rêve de tout le monde. Je voudrais poser une question. Ça ne suffira pas de mobiliser c'est important les gens. électoralement, je pense. Ces classes moyennes précarisées, paupérisées, etc. Bien sûr, non, mais on est d'accord. C'est le grand sujet. Attendez, elles vont voter quoi? Le risque, c'est pas, elles peuvent pas se dire, au fond, ça sert à rien, moi, que je bosse et je me crève comme ça, etc. Au fond, il y en a qui sont assistés là, qui font rien. Au fond, ils vont avoir des logements, tout ça. Moi, ça me démoralise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Non, mais je pose une question. C'est ça qu'il faut vous provoquer, M. Moati. Parce que si vous rencontriez ces classes moyennes, elles ne sont pas du tout psychologiquement dans cette situation-là. Ça va être un objet. C'est peut-être ce que certains vont dire, mais les personnes elles-mêmes savent très bien que c'est pas ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est avoir un travail, c'est avoir un logement, c'est avoir le droit à la santé. C'est évident. Mais vous savez bien que du côté des partis, le vôtre peut-être, il y a un intérêt par rapport à cette question. L'intérêt, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est les gens qui se lèvent tôt le matin et qui sont pénalisés tous les mois, maire d'une ville de banlieue. J'avais fait construire des logements d'insertion. Manifestation d'amis type les amis de monsieur. D'une famille qui vient, qui m'explique tout pour les Arabes, tout pour les immigrés, et on ne veut pas de logement social, laissez faire le marché. Ce couple divorce. La dame vient me voir 1 an après à la permanence me demandant un logement HLM PLAI. Parce qu'elle avait divorcé, là où il y avait 2 salaires pour un logement, il y avait plus qu'un salaire chacun pour le logement de même taille quand on veut la garde partagée. Donc je dis que surtout ne tombons pas dans le panneau d'opposer les Français entre eux sur les droits fondamentaux, comme la sécurité sociale. Comme la sécurité sociale, la grande chance et pour les médecins, et pour l'industrie pharmaceutique, et pour l'hôpital, et pour les malades dans ce pays, c'est que justement on a fédéré nos énergies autour d'un droit garanti à tous, et il y a encore du boulot à faire. Honnêtement, vous ne trouvez pas que cette crainte va être c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Il y a des gens qui peuvent exploiter cette crainte. C'est pour ça que je crois que les Français sont lucides, il faut leur expliquer. C'est pas l'exploiter, c'est être leur porte-parole de ces gens qui souffrent. Il faut que la vous entendez ce que vient de dire? Mais justement, mais c'est pas porte-parole, c'est trouver des solutions. Par exemple, l'accession sociale à la propriété. Je suis président de la Fédération des coopératives HLM. Nous faisons de l'accession sociale sécurisée. Donc nous faisons de l'accession sociale, car le HLM ne fait pas que du locatif, monsieur. Et dans l'accession sociale, ça ne suffit pas d'allonger le PTZ, surtout pour endetter 20 ans la personne au lieu de 15. Je préconise personnellement que la TVA soit à 5,5 sur le logement social, et même plus que sur l'ensemble du logement social, locatif, etc., ou accession, l'État ne prenne aucun impôt. Au lieu de faire des allègements fiscaux aux riches sur le logement social. Mais comment on peut faire à la fois... Et pour le privé... Comment on va faire pour baisser les impôts? M. Chirac a proposé de baisser les impôts. Non, la baisse de la TVA pour le logement social. Justement, pour le logement social. Vous avez empêché de parler. C'est terrible. Je proteste. Comment peut-on à la fois baisser les impôts, faire du droit au logement pour tout le monde? Les impôts, ils augmentent pour les gens localement. Les impôts locaux aujourd'hui, avec le désengagement de l'État ou avec le dogme là de l'économie de l'État qui est un truc de fou, les impôts locaux, ils augmentent fortement. Donc d'un côté, les impôts sur le revenu pour les plus riches baissent, c'est vrai, pour les gens aisés, normaux. Et derrière, les impôts locaux augmentent considérablement, notamment dans les villes les plus en difficulté. C'est ça qui est dramatique. On est en train de construire une société où on oppose les gens entre eux, que ce soit en termes d'individus ou même de collectivités, d'origine. Et de collectivité, c'est une catastrophe. Si on construit une société comme ça, dans 10 ans, ça sera le bazooka. Et ça sera quoi? Alors, c'est pas sérieux tout ça. Je voudrais juste dire que c'est un peu une analyse fausse, parce que les frontières sont extrêmement fragiles. Quand on écoute l'exemple de Mme Lienemann, des exemples comme ça, on en a énormément. Parce qu'il suffit d'un chômage, d'une rupture familiale, pour que quelqu'un qui arrivait à vivre correctement, qui faisait partie des classes moyennes, bascule dans la pauvreté. Ce que montre le rapport de l'Observatoire de la pauvreté,
c'est que justement, les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté ne sont pas toujours les mêmes d'année en année. C'est-à-dire que ça change, des gens qu'on peut qualifier de classe moyenne et puis qui vont devenir pauvres. Et l'opinion publique le sait très bien. On peut dans sa vie basculer et on peut retourner. Voilà, on n'a jamais eu autant de personnes qui pensent qu'elles peuvent devenir elles-mêmes pauvres et elles-mêmes SDF. Bien Donc sûr. ça, c'est toujours l'autre. je crois que l'opinion publique comprend très bien cette complexité des choses. 77% des Français pensent, selon un sondage récent, que ça peut leur arriver. C'est tout à fait nouveau. Qui aurait dit ça il y a 20 ans, il y a 15 ans, que ça peut nous arriver. C'est le chômage et les délocalisations. Bien sûr, mais je voudrais... Monsieur Legrand, est-ce que vous pourriez me dire le coût, vous savez, ça, des 86 000 sans-abri pour les loger, le coût que ça coûterait, le coût que ça représenterait pour la collectivité? Non, vous ne savez pas. Non, mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que ça coûtera moins cher c'est ce que je voulais de faire de la longue durée, de l'accompagnement aussi. C'est une évidence. Plutôt que de traiter dans l'urgence, on dépense 1,50 milliard d'euros par an pour l'urgence. C'est énorme. 1,50 milliard d'euros pour les héberger. Donc à la limite, ça coûterait moins cher de construire des logements pour tous ces gens. Parce que combien coûte un SDF par an? Ça dépend de comment il est accompagné. Parce qu'il y a un accompagnement autour de... Celui qui n'est pas accompagné, celui qui est à la rue, qui coûte soi-disant rien, il finira toujours par coûter. Mais il finira toujours par coûter. Donc pour vous, c'est une solution qui est à la fois, qui est aussi réaliste et économique. Mais il a raison. Jean-Baptiste Legrand a raison. Par exemple, on dit souvent quand on investit sur quelqu'un qui va devenir propriétaire, ça va coûter cher. Sauf que 20 ans après, quand il va arriver à la retraite, ce monsieur, il aura moins à payer parce qu'il n'aura pas de loyer à payer. Et donc sa retraite sera d'autant plus supérieure. Et donc tout investissement sur l'avenir revient un jour, au final, 20 ou 30 ans après. Donc ça, c'est important. Tout le monde est propriétaire, c'est l'Albanie. Alors voyez le modèle. Les pays développés sont un équilibre entre le locatif et l'accession. Selon la période de la vie. L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, 82% de propriétaires. Ont beaucoup de propriétaires. La Suède, le Danemark, l'Allemagne et la Hollande ont un taux de locataires important. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Vous êtes contre la propriété à gauche, on sait. Et ce qu'il faut, c'est que dans sa propre vie. Je ne suis pas contre la propriété, je fais de l'accession sociale à la propriété, les coopératives HLM font ça exactement. Et que la gauche a toujours opposé avec je vous ai parlé de quand, depuis quand? Quand j'ai parlé de l'accession à la propriété, ça manque de sérieux. Immédiatement, moi je vais quitter la table parce que certainement pas, monsieur possible. Certainement pas, c'est pas possible. Le logement, c'est pas on a dit exactement l'inverse, on dit qu'on proposition ne règle rien. Tout de même par rapport à ça et au leurre qu'est la propriété absolue et la copropriété. Aujourd'hui, dans les villes de banlieue comme la mienne, comme d'autres autour, on a souvent parlé de Clichy-sous-Bois aussi. Aujourd'hui, les gros problèmes et où il y a une paupérisation absolue sont dans les copropriétés. Parce qu'on arrive où il n'y a plus de propriétaires occupants, c'est-à-dire que les gens... Ce sont des propriétaires bailleurs, des SCI, c'est les nouveaux marchands de sommeil aujourd'hui. Ils achètent des appartements très peu chers, notamment il y a quelques années, et ils font des locations très chères à des gens qui sont effectivement en grande difficulté financière, sociale et tout ça. Et ça crée des poches de pauvreté. Aujourd'hui, dans nos villes, les principales poches de pauvreté sont où il y a des copropriétés. Et aujourd'hui, le problème pour des maires comme moi ou d'autres de n'importe quelle étiquette dans nos villes, c'est comment on arrive à traiter, parce qu'on a encore moins d'aide en plus pour traiter avec l'État les copropriétés, comment on arrive à traiter ces copropriétés. Donc, faisons attention, je crois qu'il n'y a pas dans la vie, il n'y a pas de recette absolue. C'est des choses il faut trouver des équilibres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est souvent dans... on a le dogme de l'économie, on a le dogme de la propriété absolue, etc. Non, je crois que c'est un petit peu... Madame Boutin, je vous ai entendu, et vous avez manifesté, réagir très vivement au propos de... Qu'est-ce qui vous a touché? Mais qu'est-ce qui vous a touché? Je suis atterrée. Non, mais faites-nous partager. Faites-nous partager. Non, parce que vraiment, moi, le problème du logement est un problème grave pour notre pays, pour un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Et je pense que des responsables politiques doivent quand même regarder avec sérieux les dossiers sur lesquels ils prennent position. Parce que derrière nos discussions, derrière une table, on est bien installés, là, tous très confortables. Il s'agit en fait de détresse humaine. Et c'est pas possible. Oui, mais la façon dont vous en parlez, monsieur, pas du tout. N'est absolument pas... J'en parle sans soumission politiquement correcte à la pensée unique. Non. Quand vous nous dites la propriété, c'est la seule solution... J'ai pas dit ça, c'est une des grandes solutions de demain. Ça prouve naturellement que vous ne connaissez pas, au fond, le dossier. Alors vous apportez des réponses simplistes, faciles, qui effectivement peuvent toucher un certain nombre de Français, mais qui sont éloignés de la réalité. Il faut certainement d'autres recettes que celles utilisées depuis 30 ans. Moi, ce que je voulais dire, c'est que globalement, il ne faut pas se faire d'illusions.
si on veut que le droit opposable soit garanti à tous et que nos concitoyens retrouvent un niveau de dépenses pour le logement qui soit correct dans leurs revenus, parce que pendant ce temps-là, ça plombe leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie et tout, il va falloir consacrer beaucoup plus d'argent dans la part de nos dépenses. Et c'est là où M. Lenne... Dans les années, je vous explique, dans les années 60, 70, 80, 90, on a mis à peu près 2% de notre produit intérieur brut pour le logement. Depuis ces années-là, ça baisse régulièrement et on en est à 1,5% du PIB. Donc pourquoi moi j'ai cru comme vous pendant longtemps que l'important c'était les politiques qu'on allait mener et qu'avec le progrès, on allait arriver à ce que tout le monde soit logé. Comment j'en suis arrivée à être sûre qu'il fallait se battre pour l'opposabilité ? C'est que j'ai constaté que nous étions toujours en train d'inventer, se bagarrer sur des dispositifs et qu'in fine, la nation ne faisait pas l'effort nécessaire, qu'il y avait toujours une autre priorité, qu'il y avait toujours des raisons. Madame Estrachi, je suis d'accord, mais Madame Estrachi, par exemple, quand vous voyez le succès médiatique, médiatique, mais succès réel des enfants de Don Quichotte, est-ce que vous êtes contente, un peu agacée? Écoutez, c'est toujours difficile pour des associations qui sont là depuis 50 ans, parce que la FNARS a 50 ans, qui ont défendu un certain nombre de choses, de voir qu'une association qui comme ça, en 15 petits jours, Alors bon, c'est une question qu'il faudrait poser aux médias aussi, pourquoi ça marche maintenant mais moi je dis, d'une certaine manière, ils ont permis de rendre visible ce qui était invisible, et tant mieux. Tant mieux, vous applaudissez, chapeau l'artiste, salut l'artiste, bravo. Je dirais, nous on était là avant, on sera là après, on prend acte des progrès, etc. Et ce que j'ai envie de dire par rapport justement au coût de l'hébergement, par rapport au logement, il est certain qu'aujourd'hui on a dans les centres d'hébergement un certain nombre de gens qui ne sont là que parce qu'ils ne peuvent pas accéder au logement. On en a à peu près un tiers. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher à la nation. Merci. Voilà. Alors, je voudrais vous demander, on termine, quelles incidences au droit au logement, selon vous, aura-t-il sur les programmes des candidats en matière de logement? Question trop vaste, vous n'allez pas me répondre. Tous les candidats, après avoir signé la charte écologique de M. Hulot, deviendront-ils donc des enfants de Don Quichotte? Je voudrais savoir déjà si la FNARS va signer la charte. Non, on n'entrait pas dans le détail. Est-ce qu'après M. Hulot, il y a comme ça les enfants de Don Quichotte, tous, Parti Socialiste, enfants de Don Quichotte, UMP, enfants de Don Quichotte? Moi, je pense que l'avantage de l'avoir inscrit comme une obligation de résultat va nous amener à avoir un vrai débat sur l'obligation de moyens. Absolument. Et que donc on va interroger les candidats. Et moi j'appelle chaque citoyen, là où il habite, d'aller voir ses élus, son député, l'ensemble des responsables politiques pour leur dire de quoi avons-nous besoin sur notre territoire pour que nous arrivions à contribuer à notre juste part à ce droit opposable. Car si les citoyens s'en démobilisent après... Non, il faut continuer la mobilisation. C'est ce que vous allez faire, M. Legrand, si j'ai bien compris aussi. Oui à la justice sociale, mais à une condition, c'est qu'on tourne le dos enfin à 30 ans de chômage, délocalisation. C'est ça qu'il faut s'attaquer à ça. Ok, Madame Boutin. Écoutez, le droit opposable, c'est un changement de société et je pense que c'est justement l'espérance. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Lenne, attention à la surenchère démagogique et surtout de tomber pas dans le droit de réquisition de logement vide. C'est une atteinte au droit de propriété. D'accord. Atteinte au droit de propriété. Non, vous faites sursauter, Madame Lienemann et Madame Boutin. Ok, merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Arrêtez. À dimanche prochain sur France 5. Donc la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, mesdames. Merci, messieurs. À dimanche prochain. Merci.